Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Idriss Aberkan, auteur d'un ouvrage très remarqué sur le cerveau intitulé « Libérez votre cerveau », paru aux éditions Robert Laffont. Merci, bonjour Idriss Aberkan. Bonjour. Alors, première question, vous êtes surdiplômé et à partir de tous les diplômes que vous avez eus, il y a eu une petite polémique sur le caractère véridique ou pas de vos diplômes. Expliquez-nous. Cette polémique, elle illustre exactement ce que j'ai écrit dans le livre, c'est-à-dire la dissonance cognitive. Les gens n'y croyaient pas. J'ai 3 doctorats à 29 ans. Les gens étaient là, mais c'est pas possible. Donc au début, il y a eu la phase de déni. Ce n'est pas possible, il ne peut pas avoir 3 doctorats. Alors j'en ai été réduit, vous vous rendez compte, à publier mes diplômes sur mon site. Donc ils sont sur mon site maintenant, vous allez sur idrissaberkan.org. J'ai abattu mes cartes, évidemment, mes détracteurs ont vu que je ne bluffais pas. Et au lieu de s'excuser, ils se sont dit, bon alors, il y a des titres, on pourrait un petit peu les modifier, etc. Mais bon... les faits sont là, j'ai 3 doctorats à 29 ans, j'enseigne à l'école centrale. Mon 3e doctorat est à l'école polytechnique, à laquelle j'ai été chercheur associé pendant 1 an. J'ai été chercheur invité à 20 ans à Stanford, invité en plus par Solomon Pfefferman, prix Choc de logique, qui est l'équivalent du prix Nobel de logique. Et je suis resté chercheur affilié à Stanford un certain temps. Mais bon... Cette polémique, elle démontre aussi un vrai problème, en fait. C'est que, en attaquant mon CV, évidemment, mes détracteurs attaquaient la partie la moins fragile de l'ouvrage et de la campagne. Mon CV, c'est la partie la plus solide dans tout ça. C'est les idées qu'il faut attaquer. Et les petits esprits, évidemment, attaquent les gens. Mais les grands esprits attaquent les idées. J'ai vu rien pour l'instant sur les idées. Et ce sont les idées qui sont importantes dans ce livre. Est-ce qu'en effet, l'utilisation du terme d'enseignant-chercheur rattaché à Polytechnique ou à Saclay, non, j'ai jamais utilisé ce terme-là. C'est les médias qui l'ont utilisé. Bien sûr, j'ai jamais utilisé ce terme-là. Moi-même, dit que j'étais enseignant-chercheur à Polytechnique, je n'ai jamais dit. Non. Donc c'est le temps des médias qui a fait qu'ils n'ont pas eu le temps d'expliquer en fait votre parcours, c'est ça? Encore une fois, c'est pas le sujet intéressant. C'est-à-dire que c'est quand les médias doivent présenter quelqu'un, il enseigne, il est prof, donc qui mettent prof. Vous avez une bande dessinée aujourd'hui qui parle des enseignants. Cette bande dessinée s'appelle Les Profs. Ça s'appelle pas Les Enseignants. Bon, c'est parce que c'est pas le sujet. Je pense que les gens n'ont pas du tout les termes administratifs, ils s'en foutent complètement. Le sujet qui les intéresse, ce sont les idées. Et ce livre, il est évidemment à propos d'idées, et d'idées qui sont là pour déranger. Vous savez bien qu'on ne peut pas être crédible aujourd'hui si on n'est pas attaqué. C'est exactement comme un avion de chasse. Un avion de chasse, s'il n'a pas fait un petit peu de champ de bataille, il n'est pas crédible. On ne voudrait pas piloter un avion de chasse qui n'a pas pris quelques missiles, qui n'a pas fait du champ de bataille. Ce livre, il a fait du champ de bataille, et j'en suis fier. Il est assez riche, ce livre. On ne peut pas le résumer en quelques minutes. Moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on est dans l'invité de l'économie, c'est la partie sur la neuroéconomie. Donc, la neuroéconomie, c'est l'étude du cerveau avec l'économie, donc les neurosciences et l'économie, le comportement de l'homme. Pourquoi ça vous a attiré, ça ? Parce qu'on fait tout un tas de présupposés sur l'homme, notamment le fameux présupposé de Homo economicus qui... donc l'homme économique. De l'homme économique, exactement, qui serait parfaitement rationnel. Et ce qu'on voit dans les situations économiques classiques, c'est que l'homme n'est pas rationnel et que l'homme ne cherche pas son meilleur intérêt, que l'homme a des biais, que l'homme fait des erreurs, et que ça change considérablement les modèles économiques. Et ça, évidemment, les neurosciences commencent à l'expliquer aujourd'hui. Donc ça viendrait contredire l'école classique et néoclassique du libéralisme. En fait, c'est pas que ça viendrait contredire, ça l'a totalement contredit depuis 40 ans. Et ça l'a balayé. C'est fini. La théorie du choix rationnel, elle est dépassée aujourd'hui. En économie, on sait que les êtres humains ne prennent pas systématiquement des choix rationnels. Ce qui est en un sens tant mieux, puisque l'être humain n'est pas un robot, l'être humain n'est pas un algorithme de trading. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, mais on peut comprendre que ça peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Parce que là, vous avez des mots très très durs sur la manière dont on utilise les travaux des neurosciences. Expliquez-nous. Mais en fait, l'origine de ce livre, et c'est aussi une des grandes raisons pour lesquelles j'ai été honoré de certaines attaques, parce que pour moi, évidemment, c'est un honneur, à partir du moment où on parle du fait que les sciences peuvent être appliquées de façon négative, et en particulier, ce qui m'a motivé à faire ce livre, c'était qu'on a eu les preuves que certains membres de l'American Psychological Association, qui est une très grande association savante, qui d'ailleurs ne souffre aucune critique en soi, c'est une excellente association, et c'était quelques membres indépendants, se sont rendus coupables de participation à un programme de torture. Donc, ils ont utilisé leurs connaissances en neurosciences pour torturer des gens. Et pas directement, bien sûr, mais pour aider des gens à concevoir des modèles de torture. Et ça, évidemment, ça m'a interrogé sur la question de la neuroergonomie. Moi, mon 3e doctorat était en neuroergonomie industrielle. Et la neuroergonomie industrielle, son objectif, c'est de rendre l'homme plus productif. Et évidemment, après avoir fait ce doctorat, je me suis posé la question, mais est-ce que rendre l'homme plus productif, ça va le rendre plus heureux ? Et il est évident que
Tout homme productif n'est pas forcément épanoui, mais tout homme épanoui est forcément productif. Et ça, c'est la grande réponse de ce livre, de dire que au-delà des neurosciences, il y a la question de l'épanouissement. Et la question de l'épanouissement, eh bien, elle relève d'un monde que j'ai appelé dans mon livre la neurosagesse. Alors, on n'y est pas du tout. Hein. Vous dites à un moment, la consommation n'est plus au service de l'homme, mais l'homme au service de la consommation. Regard très, très dur sur le marketing. Mais malheureusement, c'est pas le marketing en soi. Le marketing est un outil, donc il peut être positif comme négatif. Et le marketing peut être très intéressant quand on markete les sciences, par exemple. Aujourd'hui, vous parlez de manipulation, très clairement. Hein. Non, je dis qu'il y a des possibilités de manipulation dans le marketing et qu'il repose là-dessus. La base du marketing, c'est quoi? C'est d'associer à un produit quelque chose que les gens désirent et qu'ils ne peuvent pas avoir. Ouais. Vous avez une bière, vous associez une jolie blonde. Ça, le cerveau a un peu l'impression qu'il a acheté la jolie blonde quand il consomme. Vous dites le sexe et la mort, ça fait vendre. Le sexe et la mort, ça fait vendre. Eros et Thanatos, le sexe et la mort. Si vous voulez vendre une bonne bière, eh ben, il faut du sexe. Si vous voulez vendre une bonne guerre, il faut de la mort. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est là qu'est la manipulation. C'est là, bien sûr, c'est là qu'elle est, tout à fait. Mais pour libérer l'humain, il faut la lui expliquer. Et c'est pour ça que je consacre un chapitre entier dans mon livre aux manipulations du marketing, en expliquant comment elles fonctionnent. Et c'est vrai que quand je dis qu'aujourd'hui, c'est plus la consommation qui est au service de l'humain, mais l'humain qui est au service de la consommation, bah, il est vrai qu'il faut créer de la frustration. Le principe du marketing aussi, c'est de répondre au fait que l'offre est supérieure à la demande. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de biens de consommation. Et donc, quand l'offre est supérieure à la demande, il faut différencier les produits, il faut leur associer une image, une aura, quelque chose comme ça. Et ce qui est très intéressant, évidemment, c'est qu'avec le marketing, on va créer des frustrations permanentes. Mais les frustrations, elles peuvent se manifester en violence. Oui, c'est ce que vous dites, que ça crée de la violence. Vous parlez d'un réservoir de violence. Oui, vous avez très très bien lu le chapitre. Effectivement, la frustration, c'est exactement comme un ressort qu'on aurait tendu. Quand des gens, on a passé leur temps à leur dire « tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureux, tu n'es pas satisfait », eh bien l'insatisfaction cumulée, on le sait en psychologie, peut créer de la violence physique par exemple, ou de la violence verbale ou sur les réseaux. Et toute cette violence, en général, elle se purge, donc notamment sur les réseaux. On le voit par le trolling, etc. Donc, c'est des frustrations quotidiennes qui vont être purgées. Mais parfois, ça peut se faire dans la rue. Quelqu'un enraye sa voiture, va sortir un fusil à pompe et tuer la personne. Alors, Idriss, est-ce que la neuroéconomie va faire le bien de l'homme avec toutes les études que vous avez faites? Mais non, mais une science, mais c'est pour ça. Ce que je dis clairement dans mon livre, c'est que les sciences ne font jamais le bien de l'homme en soi. Mais est-ce que les hommes qui prennent cette science nous amènent vers le meilleur? Et je sais pas, je connais pas la sagesse des gens qui l'utilisent. Une science, c'est une technique. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je le rappelle tout le temps dans le livre. Une science est un moyen. Une science, c'est un comment. Ça répond à la question comment. Comment prédire le comportement de telle ou telle personne? Comment prédire le comportement de tel ou tel marché? Ça, on l'a. La neuroéconomie le permet. Maintenant, pourquoi? C'est ça la question du bonheur, c'est pourquoi on va utiliser la neuroéconomie. Ça relève pas des sciences, ça relève de la sagesse. Et si les gens sont sages, eh bien le pourquoi sera noble. Si les gens ne sont pas sages, le pourquoi sera ignoble. Alors, Idriss Aberkan, vous avez fait une partie de vos études aux États-Unis. Vous avez une thèse. J'ai pas fait d'études aux États-Unis, j'ai été chercheur uniquement. Donc vous connaissez les États-Unis, vous avez une thèse en géopolitique. Tout à fait. Est-ce que vous avez une analyse de ce qui s'est passé récemment aux États-Unis? Autrement dit, comment comprendre qu'une partie de la classe populaire américaine, une partie, est votée pour Donald Trump? Déjà, on sait aujourd'hui que les médias ont beaucoup plus soutenu Hillary Clinton et que ça a joué en faveur de Donald Trump qui a pu dire « je suis un candidat anti-système ». Alors, je suis désolé de dire des choses qui fâchent, mais la couverture médiatique de la campagne Trump-Hillary a été jugée par la population américaine, en tout cas, comme relativement malhonnête. Donc, et ça a joué, évidemment, en faveur de Trump, parce qu'il a pu dire la couverture est malhonnête. Et je pense qu'objectivement, ça a été un fait, pour le coup. Maintenant, il y a des analystes qui ont bien mieux répondu que moi à cette question et qui ont dit, en général, les gens votent pour le candidat qui dégage le plus d'émotions. Voilà. Ça, c'est une règle assez générale. Émotion, ça veut bien dire ce que ça veut dire, qui vous met en mouvement. Et un candidat qui vous met en mouvement, c'est pour lui que vous allez voter, même si les émotions sont négatives ou violentes ou racistes ou ce que vous voulez. Et il est clair que Donald Trump a déplacé beaucoup plus d'émotions qu'Hillary Clinton. Est-ce qu'il a joué sur le sexe et Thanatos? Il a joué, bien sûr, à plein. D'un point de vue marketing, vous savez, il y a Idriss Shah, que je cite, je cite dans mon livre et qui a été considérablement attaqué toute sa vie durant. D'ailleurs, c'était un de mes modèles et un de mes maîtres. D'ailleurs, c'est même grâce à lui que je m'appelle Idriss, la petite histoire. Eh bien, Idriss Shah disait, vous pouvez en apprendre bien plus de la condition humaine à Madison Avenue, donc la mecque du marketing américain à New York, que des experts de la condition humaine, parce que les marketeurs, eux, leur survie dépend de leur capacité à prédire le comportement d'un humain. Eh bien, ce qu'a montré Trump, c'est exactement ça. Il a utilisé des techniques de marketing qui sont
pour vendre un paquet de lessive, en fait, mais qui marche très très bien en politique. D'un point de vue psychologique, on retrouve là la servitude volontaire? Est-ce qu'il y a des analyses comme ça qui peuvent se poser, d'après vous, la recherche de l'homme qui incarne la puissance? Alors, ça, c'est vrai que d'une façon générale, certains pays ont tendance à voter pour le candidat le plus patriarcal. Ouais. Ça, c'est un phénomène assez observé. Un candidat plus patriarcal, dit-on dans les pays latins, hein, alors je ne vais pas donner tous les exemples, mais vous voyez de quoi je veux parler. On pense qu'un candidat plus patriarcal a tendance à être élu. Bon, pour le coup de Trump, je pense que ça a joué. La servitude volontaire, je ne l'utiliserai pas comme grille d'analyse parce que, vraisemblablement, Trump n'a pas encore exercé le pouvoir. Ouais. La servitude volontaire, elle tient quand on vote pour un représentant du pouvoir déjà en place ou d'un système déjà en place. Trump se présente comme anti-système. Donc non, je pense qu'il y a vraiment eu des marqueurs émotionnels très forts qui ont fait que Trump a su capter l'attention. La clé d'une élection aujourd'hui, c'est l'attention. Et on sait, il y a des algorithmes, il y a des intelligences artificielles qui arrivent à prédire comme ça quel candidat va être élu uniquement en prenant l'attention qu'il a reçue. Mais il est clair que Trump, malgré la couverture médiatique relativement malhonnête qui a eu lieu à son encontre, ou en tout cas plus en faveur d'Hillary Clinton qu'en sa faveur. Les médias, on sait que les médias américains n'ont pas été impartiaux, en tout cas dans cette campagne, eh bien, a su attirer l'attention au maximum, notamment par sa présence dans les réseaux sociaux, qui créait l'outrage. En fait, la campagne de Trump, qu'est-ce que c'est? C'est Miley Cyrus. Miley Cyrus, mais oui, Miley Cyrus, comment elle fait? Elle est Hannah Montana. Bon, c'est Disney, la chanteuse américaine qui faisait partie d'une Elle veut détruire série. son image de gentille petite fille Disney. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va montrer son derrière sur un clip. Tout le monde va être outragé, les mères de famille vont en parler, tous les réseaux sociaux en parlent, boum, les ventes explosent. La campagne de Trump, d'un point de vue marketing, c'est exactement la campagne de Miley Cyrus comme chanteuse. Et bien voilà, on reste sur cette comparaison qui est assez osée. Merci Idrissa Berkane pour vos réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. Au revoir.